Mardi 21 février 2023, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal de Viva. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, parlons toujours de l'évolution du cyclone Freddy. Justement, ce cyclone Freddy atterrira ce soir dans le district de Mananzar selon les prévisions du service de la météorologie. Il est toujours classé comme cyclone intense tropical avec des vents de 155 km/h et des rafales de 220 km/h. Reportage. Vers 16 h ce jour, le centre du cyclone Freddy était situé à 144 km à l'est-nord-est de Mananzar. Il est toujours classé comme cyclone intense tropical avec des vents de 150 km/h et des rafales allant jusqu'à 220 km/h. Sa vitesse de déplacement est de 28 km/h. Ainsi, l'alerte de couleur rouge est appliquée pour les régions Vatvav, Fitvnan, les districts de Vatmanj, Manur, Antanambo, Manamputs et Marlampu. Les alertes de couleur jaune s'appliquent pour les régions Antsimotsnanan, Vaknakarach, Amorambani, Matsachambun, Yurumbe, le district d'Anusbe Anal, le district de Prikaville, Thomasn 1 et 2, Mahab, Mans, Mourndaf, Beruru, Inkazouab, Sakara, Murumbe, Touliar 1 et 2. L'alerte de vigilance est appliquée pour les régions Analamang, Itas, les districts de Muramang, Mianjvaz et Bel-sur-Tirbin. Selon les prévisions du service de la météorologie, ce cyclone Freddy atterrira dans le district de Mananzar ce soir. Les nuages qu'il apporte commencent à entrer vers les côtes et les vents s'intensifient sur son passage. Tout un chacun est appelé à être vigilant et suivre régulièrement l'évolution du cyclone, mais aussi de prendre des mesures nécessaires afin d'éviter ou pour atténuer son impact. Dans les actualités de ce jour également, ce sont les passations de fonctions entre les nouveaux et les anciens ministres nouvellement nommés au sein du gouvernement de Tchèque Christian. Et justement, aucune tentative de déstabilisation n'est acceptable et l'armée malagasy est prête à protéger le choix du peuple et l'état de droit selon le ministre de la Défense nationale, le général Zousoua Ranjanardzon. Aujourd'hui, les efforts dans l'éradication de l'insécurité et la réforme au sein de l'armée se poursuivent. La réalisation du premier pèlerin du président afin que le peuple malagasy puisse vivre en paix et en toute sécurité pour le développement du pays est l'objectif. La passation de fonctions entre l'ancien ministre de la Défense nationale, le général Richard Rakotnirin, et le nouveau ministre de la Défense nationale, le général Joshua Rakotwardzon, a été effectuée aujourd'hui au camp Gabriel Ramanansou à Païbé. Les détails avec Secha Rangenas et Braz Denilson. L'objectif est le même, d'apporter un nouveau souffle sans s'éloigner des objectifs de réforme de l'armée malagasy depuis l'année 2019, mais aussi réaliser le premier pèlerin du président de la République, qui est d'instaurer la paix et la sécurité, selon le ministre de la Défense nationale, le général Zousoua Rakotwardzon aujourd'hui. Le pays fera face aux élections dans quelques mois. L'armée malagasy participera au bon fonctionnement de ces élections, selon le ministre, et elle est prête à garantir la paix et la sécurité en faisant régner le choix du peuple. Le ministre de la Défense nationale souligne qu'il n'y aura aucun acte de déstabilisation avant, pendant et après les élections. Concernant les relations avec l'armée au niveau international, Madagascar ne change pas de position et reste neutre tout en assurant la coopération avec tous les pays du monde. L'armée malagasy est déjà prête à faire face au cyclone pour aider les compatriotes. À noter que la passation de fonctions entre le nouveau ministre de la Défense nationale, le général Zousoua Rakotwardzon, et l'ancien ministre, le général Richard Rakotnirin, a été effectuée aujourd'hui. Le général Zousoua Rakotwardzon est de la 17e promotion de l'Académie militaire d'Antsirabe et de la même promotion que le SEG, le général Serge Gelé, et le chef de l'état-major de l'armée, le général Saïvel Delphin. L'appel d'offres international pour le poste du nouveau directeur général de la JIRAMA sortira prochainement selon le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures. Aujourd'hui, cette décision a été prise afin d'accélérer les travaux de redressement de cette société, selon toujours les explications de ce nouveau ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures. Reportage d'Anienne Martina Nzaranjansou. L'ancien directeur général de la JIRAMA, Rivra Daniel, n'a été suspendu de ses fonctions depuis le 7 novembre dernier pour des raisons de santé. La fin du mois de janvier dernier, le dernier délai afin qu'il puisse reprendre ses fonctions selon les informations, mais il n'a pas réapparu jusqu'à aujourd'hui. À noter qu'il est également sous le coup d'un avis de recherche suite à son non-comparution devant le PAC ou pôle anticorruption.
Le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Soul Andiamanamsou, a souligné qu'afin d'accélérer les travaux de redressement de la Jirama, l'État devra passer à l'appel d'offres international pour ceux qui postulent pour être à la tête de la Jirama. Parmi les autres problèmes que rencontre cette société d'État, outre ceux concernant la gestion, la vétusté des matériels et des infrastructures, une situation qui impacte les usagers. Des stratégies bien établies devront être appliquées selon les explications. 500 000 ménages devront bénéficier d'électricité pour cette année. Cela s'inscrit dans le projet de branchement du président qui est réalisé au sein de cette société d'État et du ministère, selon toujours le ministre aujourd'hui. Dans la foulée, la mise en place de toutes les centrales solaires sur les 36 sites prévus, il a été aussi abordé la mise en place des panneaux solaires au niveau des ruelles. Cela fera également partie des priorités pour cette année. Ce sont entre autres les programmes au sein du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures annoncés par le nouveau ministre Soul Andiamanamsou durant la passation de fonctions entre ce dernier et l'ancien ministre Andra Marson aujourd'hui. Parlons toujours politique, les affirmations selon lesquelles il y aurait un différend qui oppose le président de la République et l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, Tinuca Roberto, sans fausse, affirme ce dernier aujourd'hui durant la passation de pouvoir entre cet ancien ministre et le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, nouvellement nommé André Adzaresimp Ambuzatovu. Tinuca Roberto affirme que l'année 2023 est une année électorale et que des responsabilités lui ont été confiées ailleurs en tant que secrétaire national du parti politique TGV dans la province de Touliar, une raison pour laquelle il n'est plus membre du gouvernement, souligne-t-il. Et parlant toujours politique, mais côté diplomatie, une délégation parlementaire malagasy conduite par le président du Sénat de Madagascar, Herman Narzafmaev, est en visite officielle à l'île de la Réunion depuis le 19 février dernier. Plusieurs réunions de travail dans l'objectif d'avoir des échanges enrichissants seront organisées durant cette visite afin d'identifier les opportunités de coopération entre le Sénat malagasy et la région Réunion. Mervoula Tsfiran nous en dit plus. Pour la journée d'hier, une rencontre entre la délégation malagasy et Nassima Dindar, sénatrice de la Réunion, présidente du groupe d'amitié France-Madagascar au Sénat français, a permis aux deux parties d'explorer les différents volets de coopération dans le cadre du renforcement d'un partenariat gagnant-gagnant entre Madagascar et la Réunion. Il s'agit entre autres de la préservation de l'environnement, de l'électrification du milieu rural à partir du traitement des déchets, de l'accès à l'eau potable, de l'agriculture et de la promotion des jeunes. À cette occasion, le président du Sénat a retracé les efforts déjà réalisés par l'institution qu'il préside dans la lutte contre le changement climatique à travers des reforestations à grande échelle réalisées à Tsaramaswanj, district d'Akasbe en 2022 et 2023. Les deux îles pourront ainsi conjuguer leurs efforts à travers des actions parlementaires pour notamment réaliser des reforestations sur des vastes territoires dans ces deux zones importantes de l'océan Indien. Hier, une rencontre sous forme de réunion de travail a eu lieu entre les hauts responsables de la région Réunion et les membres de la délégation du Sénat de Madagascar. Cette réunion technique sera suivie d'une entrevue au sommet entre la présidente de la région Réunion et le président du Sénat demain. Concernant la réunion de travail conduite par Ulfried Bertil, conseiller régional en charge du co-développement régional, de la pêche et des relations extérieures d'une part, et par le président du Sénat, Herman Narzafmaev d'autre part, les deux parties ont identifié les pistes de coopération et les modalités ainsi que les moyens de réalisation de cette coopération entre la région Réunion et le Sénat de Madagascar. Différents secteurs seront concernés par cette coopération, dans notamment le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire, de l'énergie renouvelable, du tourisme, de l'environnement, du bâtiment, de la formation, de l'éducation et de l'innovation. Par ailleurs, les deux parties ont convenu de l'importance du renforcement de partenariat des deux îles sœurs de l'océan Indien pour renforcer les capacités d'action et de réalisation des projets face aux différentes crises mondiales et pour permettre aux opérateurs de Madagascar et ceux de Réunion d'être plus compétitifs sur le marché international. Et dans la page économique de ce soir, afin d'uniformiser et d'optimiser les pratiques de contrôle des marchés publics sur tout le territoire malagasy, des agents de la Commission nationale des marchés vont poursuivre un atelier de renforcement de capacité et d'assistance technique, lequel a débuté hier et s'étalera sur 3 jours. Un atelier programmé en collaboration avec la direction du système informatique au sein du ministère de l'Économie et des Finances. Reportage. Le ministère de l'Économie et des Finances continue d'améliorer ses performances
Dans cette optique, un atelier de renforcement de capacité et d'assistance technique des agents de la Commission nationale des marchés a débuté hier et s'étalera sur 3 jours à la salle de conférence du MEF 6 au plan Anoussi. Cette initiative de formation et d'accompagnement technique, ainsi que la digitalisation du processus de traitement des dossiers de marché public, s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du Vélrin numéro 3 du président de la République, qui est la lutte contre la corruption et une justice équitable pour que chaque acteur soit davantage impliqué. Chacun doit être doté de moyens, tant intellectuels que matériels, a déclaré le ministre de l'Économie et des Finances. Ainsi, durant ces 3 jours, 265 participants, agents au niveau central et régional du CNM, vont recevoir des formations afin de développer et de renforcer leurs compétences et ainsi optimiser et uniformiser les pratiques de contrôle des marchés publics sur l'ensemble du territoire malagasy. Cet atelier est programmé en collaboration avec la direction du système informatique au sein du MEF et verra la participation de divers intervenants tels que le directeur des systèmes d'information, le président du CNM, le chef de commission du contrôle a posteriori, la chef de commission Avagna Karaj et Anna Lamang, le directeur du budget, le directeur du patrimoine de l'État et le directeur de la solde et des pensions. Par ailleurs, pour bien débuter le déploiement du Procurement Review System ou PRS au niveau de chaque région, le MEF a distribué des équipements informatiques afin d'assurer le bon fonctionnement de la dématérialisation du processus du traitement des dossiers. Ces équipements sont constitués de laptops, d'imprimantes et de routeurs de connexion Internet. Dans les actualités sociales, afin d'assurer la santé des élèves à l'école, le ministère de l'Éducation nationale a mis en place le projet Tsinfa Salaman Ansekoul, ou littéralement garantie de la santé à l'école à travers l'ONAPASCOMA. Ce sont les cotisations payées par les élèves chaque année qui assureront ce projet. Il s'agit d'un projet visant à la réalisation du Vélrin ou présidentiel en octroyant une assurance santé pour tous, pour toute catégorie d'âge, mais aussi l'éducation pour tous. Pour pallier les difficultés des parents dans la scolarisation de leurs enfants, le ministère de l'Éducation nationale a élaboré un projet d'assurance santé scolaire à travers l'ONAPASCOMA. En 2021, il a été convenu que des infirmeries scolaires pour chaque Cisco sera mise en place durant cette année 2023, soit 114 infirmeries scolaires selon ce projet. Dans cette optique, 20 infirmières et 20 médecins ont été recrutés par l'ONAPASCOMA. Ces derniers bénéficieront d'une formation, que ce soit ceux en exercice que ceux qui vont encore être recrutés en tant que fonctionnaires. Cette formation se fera le 27 février prochain. En outre, afin d'aider les responsables dans la gestion des affaires, pour la facilitation de la prise en charge des bénéficiaires, mais aussi dans l'optique de l'amélioration de la qualité des soins octroyés au niveau de ces infirmeries scolaires, des systèmes numériques ont été mis en place à travers le SIG ASCO. Selon les prévisions, ce projet devrait être réparti au niveau des circonscriptions scolaires et 560 000 élèves en bénéficieront, selon toujours les explications. Dans la page culturelle, les gagnants de la Voix d'Or, émission de chant organisée par Viva, sont revenus dans le pays aujourd'hui après avoir séjourné et visité la ville d'Ankang durant une semaine. Un séjour dans cette ville chinoise a été le lot de ces gagnants offerts par Viva. Oubrassamanan, Yves Janel. Kaed, gagnant de la Voix d'Or en 2019, Riquel, gagnante de la Voix d'Or en 2021, et Michaela, la dernière lauréate de la Voix d'Or de l'an dernier. Ce sont les 3 lauréats qui ont visité Ankang durant une semaine. Ce séjour dans cette ville chinoise a été le lot des gagnants offerts par Viva aux lauréats de la Voix d'Or. Ils ont quitté le pays le mardi 14 février dernier et sont retournés au pays cet après-midi. Des lieux historiques et des villes ont été visités par ces lauréats durant ce séjour. Les parents de ces gagnants les ont accueillis dans la joie et avec fierté aujourd'hui. Du fait de la fermeture des frontières en 2020 et 2021, les lauréats n'ont pu bénéficier de leur lot que cette année. Ils ont ainsi quitté ensemble le pays pour vivre cette aventure ensemble. Les lauréats de 2019, de 2021 et de 2020 ont été ainsi réunis dans ce voyage selon les explications du responsable. Une nouvelle saison débutera bientôt cette année. De ce fait, les enfants de moins de 14 ans peuvent ainsi se préparer s'ils veulent participer au casting. Il est à noter qu'une émission spéciale sur le séjour de ces 3 lauréats de la Voix d'Or sera bientôt diffusée sur Viva. Dans les actualités internationales, le sud de la Turquie, a été frappé à nouveau par un séisme de magnitude 6,4 hier soir où des immeubles fragilisés par les précédentes secousses se sont effondrés. France 24 nous en dit plus.
Pour le moment, le vice-président a indiqué qu'il y avait 8 personnes qui étaient blessées. Le bilan pourrait s'alourdir, c'est très provisoire parce que à Antakya, les immeubles qui étaient fragiles se seraient effondrés, qui étaient déjà fragilisés en fait par le séisme. Donc on a vu des vidéos d'immeubles qui se sont effondrés dans la rue. Beaucoup de gens sont d'ailleurs sortis en dehors pour tenter de se protéger. Donc tout le monde est dans la rue paniqué. Moi je suis à Adana, donc qui est à 150 km de l'épicentre. Et déjà là, la terre a tremblé très fort. Le séisme a duré au moins une trentaine de secondes et tout le monde aussi a été évacué. Tout le monde est dans la rue. Donc vraiment les gens ont eu très très peur et on peut redouter de nouveaux blessés à Antakya. Et nouvelle catastrophe naturelle au Brésil alors que le pays entre dans un week-end de festivités marqué par le grand retour du carnaval de Rio de Janeiro. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a survolé hier la zone où les inondations et glissements de terrain ont fait au moins 40 morts dans l'état de Sao Paulo, sud-est selon le bilan des autorités. France 24. Des dizaines de maisons prises dans des torrents de boue et de débris. À São Sebastião, les opérations de nettoyage se poursuivent. Quelques dizaines de mètres plus loin, les victimes des glissements de terrain reçoivent une aide d'urgence. Une distribution d'eau potable est ici organisée pour une population encore sous le choc. Nous étions couchés, nous avons entendu un bruit et quand je me suis levé, les pierres étaient déjà en train de tout renverser. Les maisons s'écroulaient, nous avons dû courir et nous entraider. Plus de 1700 personnes ont été évacuées et près de 800 bénéficient d'un hébergement d'urgence. Nombre de routes sont endommagées, ce qui complique les opérations de secours. Certaines prennent la voie des airs. Le président Lula a survolé la zone lundi en hélicoptère. Il a assuré les habitants de son soutien tout en appelant à prendre des mesures pour prévenir de nouvelles catastrophes. Nous ne devrions plus construire de maisons dans un endroit qui pourrait être touché par une telle pluie. Un glissement de terrain pourrait causer la mort d'autres personnes. L'Institut météorologique national a émis une alerte pour de nouvelles fortes pluies dans la région pour les prochains jours. Et pour terminer cette page internationale, c'est un nouveau cas officiel de guérison du VIH après une greffe de moelle osseuse. Le patient de Düsseldorf n'a plus aucune trace du virus dans son organisme, indiquent des travaux publiés hier par Nature Médecine. France 24 toujours. Pour les scientifiques de l'Institut Pasteur, c'est une nouvelle victoire. Après les patients de Berlin et de Londres, l'annonce d'un 3e cas de probable guérison du VIH à Düsseldorf est porteuse d'espoir. On a une approche thérapeutique reproductible où on peut effectivement arriver à ces résultats exceptionnels qui est d'une probable guérison de l'infection par le VIH. Le scénario thérapeutique est à peu près le même. On diagnostique chez un homme, déjà porteur du VIH, une leucémie. Les médecins préconisent alors une greffe de moelle osseuse. Mais ils vont sélectionner un donneur possédant la mutation génétique CCR5 delta 32. Derrière ce nom de code, une capacité à ne jamais contracter le virus du sida. Seul 1% de la population possède cette mutation. La greffe de moelle provenant d'un donneur qui porte cette mutation fait que le système immunitaire du patient va être reconstruit. Pour vaincre le sida, les chercheurs explorent la piste de la thérapie génique. L'idée est d'introduire la mutation CCR5 delta 32 chez des personnes vivant avec le VIH sans passer par une greffe de moelle osseuse. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Sur ce, très bonne soirée sur Viva et au revoir.